Bonsoir à tous. Un tel débat était jusqu'ici impensable. Il a failli ne pas avoir lieu. Il va se dérouler sur Europe 1 et iTélé. Nous sommes dans le studio d'iTélé. À 6 jours des élections européennes, vous êtes donc face à face. Pour la première fois, vous, le numéro 1 du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, affronte le numéro 1 du Front National, vous, Marine Le Pen. Les deux, vous aimez les débats, tant mieux. Longtemps, le Parti socialiste a rejeté le Front National hors des frontières de la République comme un épouvantail ou une sorte de parti maudit. Et longtemps, le Front National a dénoncé un système à la fois français et européen dont il s'excluait lui-même. Aujourd'hui, vous êtes reçu à l'Élysée par le président de la République pour parler de la réforme territoriale et vous débattez avec le socialiste Jean-Christophe Cambadélis. Les temps changent. Mais il faut dire que l'avenir de l'Europe l'exige et le mérite. Elle est harcelée, elle est affaiblie par les critiques et les sceptiques en tout genre. L'Europe résiste. Pour le moment, elle tient bon. On a envie de dire jusqu'à quand ? C'est à moi que vous posez la question. Michael Darmon. Bonsoir à vous deux. Alors pour ce débat exceptionnel, d'abord, juste une petite précision. On a donc effectué en votre présence un tirage au sort juste avant donc, le début de ce débat. Et ce tirage au sort a donné donc à Marine Le Pen donc, le choix, le droit de démarrer donc, ce débat. Et c'est Jean-Christophe Cambadélis qui le conclura lorsque donc, sera le temps venu de rendre l'antenne. Pour vous, et pourquoi tout partisan de l'Europe est-il un traître à la France? Pourquoi tout chantre de l'Europe est-il un Mais je n'ai jamais dit ça, parce que dans ceux qui croient en l'Union européenne, il y a des gens qui se trompent sincèrement. Non, je considère comme une véritable traîtrise ce qui a été effectué en 2008, c'est-à-dire le vote par l'UMP, par les députés UMP et PS, du traité constitutionnel qui avait été rejeté 3 ans auparavant par référendum par les Français. Aujourd'hui, vous voulez liquider l'Europe, vous voulez la liquider, la détruire. Moi, je trouve profondément antidémocratique et anti-républicain de ne pas respecter la volonté du peuple. Je rappelle la maxime de notre Constitution, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pas le gouvernement d'une oligarchie par l'intermédiaire d'une instance supranationale qui a aspiré la souveraineté du peuple français. Alors vous êtes d'accord avec cette définition? Précisément pas. Précisément pas. Madame Le Pen n'est pas patriote, elle est nationaliste. Elle a une conception qui est celle d'une nation fermée, alors que nous voulons que la France soit ouverte. Et un vrai patriote, il veut porter la France au cœur de l'Europe, et non pas l'abîmer en la rétrécissant dans des frontières qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Non, monsieur Cambadélis, permettez-moi d'être en désaccord avec vous, parce que qui ne cesse de dire aux Français que la France est trop petite, qu'elle n'y arrivera pas toute seule, qu'elle est trop faible, qu'elle a besoin de l'Union européenne, sinon elle va mourir. C'est vous qui dites ça, c'est vous, c'est l'UMP, toute la journée, sur tous les plateaux. Moi je crois en la France. Moi je crois que la France, elle peut rester un pays libre, un pays indépendant, un pays qui puisse se protéger et protéger son peuple par l'intermédiaire, eh bien, somme toute, des outils qui sont ceux de la nation précisément. Et dont usent beaucoup de pays du monde, hein, car le patriotisme économique, c'est par exemple développé par beaucoup de pays du monde, et c'est interdit par l'Union européenne. On va y venir, mais pour l'instant on se dit... Pas interdit par l'Union européenne, la preuve nous l'avons fait là. Mais non, c'est complètement interdit, et vous savez très bien, vous l'avez fait, mais vous savez pertinemment que le décret qui a été passé par M. Montebourg, le même décret a été passé en Grèce, il a été condamné par l'Union européenne. Mais la France n'est pas la Grèce, vous avez remarqué. Alors, si vous permettez, sur ce sujet-là, on va y revenir. On va y revenir sur ce sujet. Pas la Grèce, pas encore. Hein. Une question avec vous, ça risque d'arriver plus vite. En fait, une question à vous deux. Aujourd'hui, on a cette campagne, au fond, on a l'impression qu'elle est tout simplement entre pro-européens, anti-européens. Comment en est-on arrivé là, tout simplement? Comment en est-on arrivé là? C'est quand question même... à vous deux. Mais c'est quand même la vraie question. La réalité, c'est que le débat gauche-droite, il existe depuis bien longtemps. Et je suis venu l'expliquer depuis de nombreux mois. C'est une fausse fracture. Ils votent tout ensemble. Ils décident tout ensemble. Ils sont d'accord sur la politique internationale. Ils sont d'accord sur la construction européenne. Ils sont d'accord, notamment quand il s'agit de trahir la volonté... Donc vous lui dites, vous êtes. La volonté des Français. L'UMP et le PS. Donc le vrai débat, en fait, il est entre ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. C'est-à-dire entre le Front National d'un côté et l'UMPS de l'autre. Écoutez, le débat n'est pas dans cette élection. Il peut l'être plus tard en France. Mais dans cette élection, il n'est pas entre le Parti Socialiste, même l'UMP, et le Front National. Le Front National, au maximum, aura 15 à 17, voire 20
députés sur 700 députés. Comment vous allez sortir de l'Europe avec 700 députés? Comment vous allez défendre la France avec 700, face à 750 députés? 750, mais... C'est gentil, c'est gentil d'admettre que je suis la seule à défendre la France. Non, mais merci de cet aveu. Comment vous allez faire? Vous ne pouvez pas aujourd'hui penser une seule seconde que le programme du Front National, laissez-moi terminer, que le programme du Front National sera appliqué ni en France, parce que ce n'est pas une élection française, ni en Europe. Par contre, le débat central, il est simple. Soit on continue avec la majorité UMP, les conservateurs, soit on change avec les socialistes. Si vous voulez changer l'Europe, parce que c'est ça l'enjeu, il faut changer de majorité. Et vous, votre campagne vise à faire en sorte qu'on ne puisse pas changer de majorité pour retirer des voix à ceux qui veulent le changement en Europe. C'est ça le sens de votre campagne. Monsieur Cambadélis, et permettez-moi quand même de rappeler un certain nombre de vérités parce que vous êtes en train de nous faire un enfumage, là, mais alors de première catégorie. Vous ne faites pas d'enfumage? Non, mais je vais vous dire pourquoi. En disant aux Français que vous allez sortir de l'Europe. Parce que ni la gauche ni la droite n'aura de majorité au Parlement européen, et vous le savez pertinemment. C'est pas vrai aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle majorité, les sociodémocrates sont à deux voix de la majorité aujourd'hui. Pas plus aujourd'hui qu'hier, c'est faux. Mais si. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous êtes tout le temps en train de voter avec l'UMP au Parlement européen. C'est la raison pour laquelle vous avez, d'ailleurs, voté pour M. Barroso. Vous avez permis l'élection de M. Barroso. Que vous ne cessez... parce qu'on est présent. Non, mais je suis désolé, mais M. Cambadélis, je suis obligé de vous le dire. Je vois bien que vous êtes gêné pour te sortir un argument comme ça. Mais la réalité, c'est que M. Barroso, il a été... C'est une réalité. Il y a ceux qui siègent et ceux qui ne siègent pas. M. Barroso, il a été élu grâce aux socialistes. On va le dire maintenant, la réalité, c'est celle-là. Mais pas du tout. Les socialistes avaient un candidat qui s'appelait Poul Rasmussen. Vous le savez très bien. Pourquoi vous mentez pour pouvoir développer vos arguments? Vous vous êtes mis d'accord avec l'UMP et vous avez partagé la présidence du Parlement européen. 2 ans et demi à toi, 2 ans et demi à nous. Alors ne venez pas me dire aujourd'hui. Ne venez pas me dire aujourd'hui. Le traité de Lisbonne fait que ceci est terminé. Que vous allez changer quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des candidats. Vous n'en avez pas. Ah non, vous êtes la seule formation à ne pas avoir de candidat. D'abord parce que vous avez honte de vos amis. Vous avez honte de vos amis, que ce soit M. Wilders ou le FPO en Autriche, qui sont ceux qui vont constituer un groupe avec vous. Vous en avez honte parce que vous racontez? Mais bien sûr, parce que c'est l'extrême droite européenne et que vous voulez cacher votre ADN, comme dirait M. Farage, c'est-à-dire votre nature de l'extrême droite. Non, vous n'avez pas de candidat. Est-ce que vous avez un candidat? Est-ce que vous avez un candidat à la pour lui répondre? Vous avez compris, nous n'avons pas de candidat parce que nous nions toute légitimité à la Commission. Et surtout, monsieur, nous nions toute capacité pour le président de la Commission à changer quoi que ce soit. Alors pourquoi vous y allez ? Parce que je vais vous dire, cette élection du président de la Commission, ça consiste à choisir le chef maton. Donc, c'est-à-dire celui qui va appliquer les traités. Mais alors pourquoi vous allez C'est pas vrai. Bien sûr que oui, vous le savez pertinemment. C'est pas vrai. Vous savez très bien que les traités, on peut les interpréter. Soit on interprète, je vais terminer, soit on interprète les traités comme le fait la droite en ce moment au pouvoir, soit on l'interprète comme le fait la gauche. C'est-à-dire, soit on est dans l'austérité, soit on est dans la croissance. Vous votez 97% des votes au Parlement européen ensemble, UMP et PS, main dans la main. Mais vous savez très bien pourquoi, parce que c'est un vote technique. Vous venez pas nous dire que ça changera quoi que ce soit. Et ça va changer, parce que c'est en ça que les élections... Mais oui, demain on rase gratis, il n'y a pas de problème. C'est ce que vous faites. Ça fait 25 ans. Demain on sort de l'Europe, c'est ce que vous faites. Mais pas du tout, ça fait 25 ans que vous nous racontez la même chose. Mais ça fait 25 ans que le Front National est contre l'Europe. Est-ce que ça a changé quelque chose? Monsieur Cambadélis, vous savez qui est le président du PSE? C'est le président bulgare. Oui. Oui. Vous savez avec qui il gouverne? Avec Ataka. C'est un parti d'extrême droite. Ça vous dérange pas, manifestement. Et vous allez nous expliquer ça. Il y a les gentils d'extrême droite, c'est ça? Vous allez nous expliquer. Non, avec le PS. Non, mais je suis très heureux, parce que j'ai plusieurs fois que vous dites ça. Ça me fait mourir de rire. C'est quoi l'accord entre le Parti socialiste bulgare et Ataka? C'est quoi l'accord? Vous savez pertinemment qu'il gouverne grâce à l'extrême droite. C'est-à-dire à l'Assemblée bulgare. Et vous le savez pertinemment. Comment il gouverne grâce à l'extrême droite? Ils votent une fois ensemble? Oui, vous savez pertinemment qu'ils n'ont de majorité qu'avec l'extrême droite. Ah, parce qu'ils s'abstiennent. Alors quand vous vous abstenez, vous appelez à... ça veut dire que vous gouvernez avec les autres. Je remarque que ça ne vous dérange pas. Il y a d'autres partis socialistes qui ont été extrêmement choqués. Voilà, alors Marine Le Pen, il y a une question quand même qui vous est posée. C'est pour vous mettre face à vos propres contradictions. Il n'y a pas de contradiction qui vous est souvent posée. Vous avez des amis d'extrême droite dans votre regroupement. Une question qui vous est souvent posée par vos détracteurs. Au fond, avec votre vision et vos propos sur l'Europe, pourquoi vous y allez? Mais j'y vais justement pour bloquer l'avancée de l'Union européenne. Clairement, moi je cache pas mes objectifs. Bloquer ou même liquider l'Europe? Je veux bloquer
tout ce qui peut être bloqué et qui va dans le mauvais sens, c'est-à-dire tout nouveau transfert de souveraineté. Je veux bloquer le traité transatlantique. Je veux bloquer tout nouvel élargissement. Je veux empêcher que le PS et l'UMP, main dans la main, continuent à imposer aux Français une Union européenne qui les fait souffrir. Vous aussi dans le système jusqu'au cou. L'UMPS, Front National, évidemment, comme dit l'extrême gauche. Mais ce serait tellement plus simple si on laissait l'UMP et le PS tout seuls, tranquillement, à faire joujou au Parlement européen. Il faut faire joujou avec eux. C'est pas comme ça que ça va se passer, monsieur El Kabbach. Parce qu'il faut bien que des gens défendent les Français au Parlement européen, défendent la France. Et monsieur Cambadélis l'a admis tout à l'heure, il n'y a que les députés du Front National qui défendent les intérêts de la France. Nous la défendons parce que, avec les sociodémocrates européens, nous pouvons être majoritaires, ce qui n'est pas votre cas. Vous n'êtes même pas une minorité. Vous n'êtes même pas une minorité de blocage. Vous n'êtes même pas une minorité de blocage. Mais pourquoi c'est impossible? Vous ne pouvez pas avoir une majorité et avoir une majorité. Vous allez vous en faire la démonstration. Je sais bien que vous essayez de mobiliser vos électeurs avec cet argument, mais là, vous savez, nos électeurs n'ont pas besoin de moi pour se mobiliser par rapport aux nationalistes d'extrême droite que vous êtes. Ils n'en ont pas besoin. Ils savent très bien où cela peut conduire. Jean-Christophe Cambadélis, votre candidat pour la présidence de la Commission européenne, c'est Martin Schulz. Absolument. Est-ce que c'est le masque de François Hollande? Ce n'est pas le masque de François Hollande. C'est un candidat qui a été désigné par les sociodémocrates sur un manifeste, un programme parlementaire que nous avons élaboré à 28 partis sociodémocrates. Vous le mettez en avant dans cette campagne, c'est pas pour masquer la débâcle annoncée aussi du Parti socialiste? Mais pas du tout, c'est une élection européenne, c'est pas une élection nationale. Madame Le Pen, elle a toujours été battue dans les élections nationales. Les Français à chaque fois font bloc pour la repousser. Elle n'est pas en situation politique aujourd'hui de gouverner la France. Nous sommes, dans une élection européenne. Et c'est le destin de la France qui se joue en Europe. Vous avez bien compris qu'effectivement l'objectif c'est de cacher la déroute annoncée du Parti Socialiste qui est même pas sûr de faire 15% des voix quand même. Alors que vous avez tous les pouvoirs, l'État, le Parlement, le Sénat, les régions, etc. Vous êtes face à un désaveu de la part des Français d'une violence absolument inouïe. Mais vous n'êtes forte que de l'abstention, Madame Le Pen. Vous n'êtes forte que de l'abstention. C'est-à-dire que vous avez, aujourd'hui, on vous annonce à 23%. On a déjà les arguments de la défaite. Non, on vous annonce à 23%. À 23% parce qu'il y a 30% de votants. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui sont contre vous d'aller voter, quel que soit leur vote d'ailleurs, d'aller voter parce que plus ils votent, plus vous descendez. Et vous voyez, je vais vous dire une chose. Depuis le début de cette campagne, en réalité, vous dites que vous vous intéressez à l'Union européenne, etc., mais vous démontrez exactement l'inverse. Vous n'avez eu de cesse depuis le début de cette campagne de faire campagne contre le Front National. Non. Parce nous faisons que vous n'arrivez pas à mobiliser pour une Europe sociale, pour une Europe qui réponde aux intérêts des Européens. Catastrophique. La réalité, on va parler du fond peut-être un peu, c'est que l'austérité imposée par l'Union européenne, vous en êtes les complices. Mais l'austérité, je la combats. Je la combats. En ce moment, l'UMP pense que l'UMP sera devant vous. Vous avez trop triomphé en laissant entendre que le Front National pourrait être le premier parti aux élections européennes. L'UMP prétend passer devant vous. Oui, mais l'UMP pense ce qu'il veut. Et on constate aussi, quand vous lancez des appels contre l'abstention à vos électeurs, ne me décevez pas, etc., est-ce que ce n'est pas l'appel de la peur? La peur parce que s'ils s'abstenaient, ce serait difficile pour vous. Parce que vous passez votre vie à expliquer sur les plateaux que quand on est contre l'Union européenne, il faut rester à la maison. Moi, je passe ma vie à leur dire non, quand on est contre l'Union européenne, il faut voter contre l'Union européenne. On fait même des débats, voyez. Non, mais voyez l'argument que vous avez utilisé tout à l'heure, je l'ai entendu 10 fois sur les plateaux. On essaye de suggérer à ceux qui critiquent l'Union européenne de rester chez eux. Alors moi, je fais exactement l'inverse. Je leur dis, il faut aller voter contre l'Union européenne. Parce que, et si le Front National est en tête, ce sera un signal qui sera entendu non seulement à l'Élysée, mais qui sera également entendu au sein des institutions européennes. Dernière intervention avec la première pause. C'est très simple. Si le Front National est en tête, ce qu'il ne sera pas, vous ne serez pas en tête. Vous le savez parfaitement. Si le Front National était en tête, ce serait une image abîmée pour la France. Tout le monde le sait. Et par ailleurs, ce serait abîmer la France pour n'avoir aucune solution derrière, parce que le Front National ne fera absolument pas ce qu'il dit, ou ce qu'il pense, ou ce qu'il estime, parce qu'il sera en incapacité de le faire au Parlement européen. Seule la droite et la gauche sont en capacité de faire changer l'Europe. Nous retrouver avec vous deux dans un instant.
Deuxième partie de votre débat, qui est un débat attendu. Michael Darmon. On va tout d'abord montrer les temps de parole pour justement donner comme ça aussi une information sur la manière dont ça se développe. Donc 6 minutes 02, Jean-Christophe Cambadélis, 5 minutes 43. On va évoquer dans cette partie maintenant donc les questions économiques. Vous avez parlé d'enfumage concernant, c'est décidément votre mot depuis tout à l'heure aussi, concernant donc le décret Montebourg sur Alstom. Pourquoi vous devriez être contente quand même? Il parle comme vous. Non mais d'abord, je trouve que c'est malhonnête de faire croire aux Français que ce décret ne sera pas sanctionné par l'Union européenne, parce qu'on sait pertinemment que l'Union européenne sanctionne ce qu'ils assimilent en réalité à une rupture de la fameuse concurrence libre et non faussée, le dogme devant lequel ils sont tous à plat ventre. Bon, ça c'est une première chose. Donc l'Union européenne sanctionnera et elle lèvera ce décret, et en plus elle probablement condamnera la France avec des amendes. Mais surtout, je vois pas où est le patriotisme économique. Parce que empêcher encore une fois qu'Alstom soit acheté par des Américains pour pouvoir le vendre à des Allemands, je vois pas où est le patriotisme économique. Alors, ça, le patriotisme économique. Je réponds à vos deux questions. Le patriotisme économique, c'est que ça reste français. Je vous remercie parce que vous venez de démontrer pourquoi il faut voter pour Martin Schulz. Parce que si on ne veut pas que cet accord, ce texte, Montebourg-Valls, soit cassé, il faut quelqu'un à la présidence de la Commission mais il a aucun qui dise... pouvoir pour empêcher. Bien sûr qu'il a un pouvoir. Vous savez très bien qu'il en a. Et qu'il a. Mais vous voyez, dans ces cas-là, vous niez... Ah oui, parce que vous n'êtes pas en capacité. Je nie parce qu'il ne peut pas changer les traités. Bien sûr, vous savez pertinemment. Bien sûr. Mais les traités ne l'empêchent pas. Ça, c'est votre lecture des choses. Premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons étendu ce que M. Le Breton avait déjà fait, qui n'a pas été cassé, il me semble. Thierry Breton. Thierry Breton. C'est-à-dire que nous avons étendu la défense des intérêts vitaux de la France et des Français. Ça devrait vous plaire, mais ça ne vous ça ne vous plaît pas parce qu'à partir de là, à ce moment-là, on dit mais non, mais l'Europe va casser. Votre raisonnement clos ne permet pas de prendre en compte la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est, c'est que l'on peut à la fois défendre les intérêts de la France et construire l'Europe. Et la construction de l'Europe défend les intérêts de la France. Non, M. Cambadélis, l'Union européenne est construite sur un dogme ultralibéral. C'est le dogme de la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire tout acte de patriotisme économique, tout acte d'un État stratège qui voudrait intervenir pour sauver un pan de l'économie ou une industrie qu'il considère comme stratégique est interdit par l'Union européenne. C'est celle que vous avez construite, vous, c'est votre responsabilité. Non. Et d'ailleurs, c'est si vrai que M. Le Breton, le décret qu'il avait fait passer, justement... Thierry Breton, il l'avait fait passer... Parce que j'ai baptisé un Breton. Il l'avait fait passer justement de manière très réduite parce que l'Union européenne avait interdit de l'élargir. Pour l'avenir, est-ce qu'on peut être plus précis? Vous êtes près du pouvoir, de l'exécutif, du Premier ministre, du Président de la République. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que votre choix, c'est Siemens? Parce qu'on voit bien que vous vous attendez, vous faites en sorte que la négociation traîne. Est-ce que désormais, le choix, c'est... pour nous ne faisons rien. L'accord nous ne faisons avec rien. Siemens. Non, mais renversez pas les choses. Nous ne faisons rien. Nous pouvons parler sur ce qui se fait dans une entreprise de droit privé. Je suis désolé. Donc c'est l'entreprise qui dit. Ministre de l'Industrie. Donc le ministre et tout. Commandes publiques, vous savez que l'État ne veut pas rester à l'écart. Donc nous pouvons parler là-dessus. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait le maintien de l'emploi et que l'on maintienne les décisions. Les centres de décision en France. Alors, qui maintient le mieux l'emploi? J'attends de voir les projets, moi. Vous les avez vus, les projets? C'est pas vrai, l'engagement des Allemands, c'est de préserver l'emploi pendant 3 ans. Voyons, c'est juste la fin du mandat de François Hollande, c'est quand même drôle. Moi, je suis tout à fait contre qu'un étranger, quel qu'il soit d'ailleurs, prenne le contrôle. Il ne peut pas y avoir un patriotisme européen? Mais non, il n'y a pas de patriotisme européen. Mais voilà, c'est ça le nationalisme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples, de nations européennes, mais il n'y a pas de peuple européen. Donc il ne peut pas y avoir de patriotisme européen. Mais c'est là où on revient sur ce que vous aviez développé tout à l'heure. Moi, je considère que l'indépendance est un élément fondamental. Je veux que la France reste indépendante. Et pour rester indépendante, il faut que ces entreprises stratégiques ne soient pas sous contrôle étranger. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on aille d'ailleurs au bout du patriotisme économique. C'est-à-dire qu'on mette en place un avantage pour les entreprises françaises dans les marchés publics. C'est l'argent des contribuables, M. Cambadélis. Ils ont quand même le droit de considérer que leur argent
dans le cadre des marchés publics, doit aller à des entreprises publiques, doit aller à de l'emploi français. Je comprends parfaitement votre passion. Vous ne le voulez pas. Je comprends vous parfaitement, ne le voulez pas. mais moi j'assume. Et l'Union parfaitement européenne votre passion pour l'économie administrée. C'est assez amusant de la part de votre parti politique, vu sa filiation. C'est mais c'est ça, c'est l'économie administrée, c'est-à-dire que c'est l'État qui fait tout. Ce n'est pas ma conception. Et moi, j'assume la position qui est celle du Parti Socialiste. De l'ultralibéralisme du Parti Socialiste. C'est pas ultralibéral. La loi de la jungle. Et puis, on dépaisse la France et on laisse les entreprises stratégiques. C'est fixer des règles. Mais pour fixer des règles, Madame Le Pen, il faut faire des compromis avec ses partenaires. Même si vous étions dans la solution qui est la vôtre, à savoir une Europe où on est de gré à gré, d'État à État, il faudrait faire des compromis. Et nous ne sommes pas en situation de faire des compromis parce que la situation française est extrêmement difficile à cause de vous. À cause de vous. Nous venons d'arriver au pouvoir, ça vous a échappé. À cause de vous. Mais avant, il y avait... Je vous trouve très gentil avec l'UMP. 2 ans, c'est long. Vous ne citez jamais. Oh non, j'ai passé ma vie à dire que François Hollande a fait exactement la même politique que Nicolas Sarkozy. Bien sûr. La même. Point clair sur Siemens, quelle est, et Alstom, et peut-être la Générale Électrique, quelle est votre proposition? Je ne veux ni de l'un ni de l'autre. Je veux que la Caisse des dépôts et consignations rachète les parts de Bouygues. C'est clair. Je veux que ça reste français. Parce et avec quel argent? Ça suffirait pour relancer. Avec quel milliard nécessaire? Écoutez, 2,5 milliards. On en verse 7 net à l'Union européenne chaque année, qu'elle conserve sur les 20 qu'on lui donne. Vous savez bien qu'elle le rend autrement. Non, monsieur El Kabbach. Non, demandez on verse à la PAC, demandez aux agriculteurs. Monsieur El Kabbach, on verse 21 milliards, on nous en rend 13. D'accord? Oui, il y en a 8 Marine Le Pen, est-ce que l'État... Est-ce que l'État est sanctuarisé pour la PAC? Point. Sinon, s'ils étaient dans le budget de la nation, on ne sait pas s'ils iraient aux agriculteurs. On pourrait trouver. Moi, je suis navré de vous dire que le patriotisme économique, c'est un élément essentiel. D'abord de justice. C'est une solution nationale que vous souhaitez vous proposer pour Alstom. De surcroît, je tiens à l'indépendance de notre nation. Je ne veux pas, encore une fois, que des entreprises stratégiques tombent entre les mains de puissances ou de pays étrangers, quels qu'ils soient. Ce n'est pas une défiance particulière à l'égard de l'un ou de l'autre. Je veux dire très honnêtement, je ne pense pas que M. Obama accepterait que General Electric passe sous contrôle étranger. Mais pour une entreprise, est-ce que... Pour vous donner un exemple, Madame Le Pen, il y a aux États-Unis 140 enquêtes qui ont été menées par l'administration américaine sur ce genre de sujet. Ils en ont refusé seulement 7. Oui, bien sûr. Bien sûr, voilà. Quand on parle de la réalité, une question à vous deux sur ce sujet. Une question à vous deux sur ce sujet. Au fond, est-ce que l'État n'est pas aussi incapable d'être stratège? On a vu ce que dit le rapport de la Cour des comptes sur Areva. On a vu comment ce même État a laissé Alstom dans une situation qui ne lui donne pas d'autre solution que d'aller chercher des alliances. Donc, au fond, vous vous dites l'État, est-ce qu'il suffit de mettre un drapeau pour régler le problème? Et Florange? Non, bien sûr que non. Il ne suffit pas de mettre un drapeau pour régler le problème. Il faut changer radicalement de modèle économique. Il faut changer radicalement de modèle économique pour retrouver la croissance et l'emploi, c'est clair. Je veux dire, il faut qu'on mette en place un protectionnisme intelligent. Décidément. Il faut qu'on mette un patriotisme économique. Maintenant, c'est la croissance dans un seul pays. Parce qu'aujourd'hui, la croissance dans un seul pays. Ils se sont soumis à l'Union européenne depuis des années. La droite et la gauche, vous êtes responsables. Les deux responsables, coupables même. Responsables. Vous n'avez jamais été au pouvoir et on comprend pourquoi. Responsables, coupables. À chaque fois que vous avez été en situation, les Français vous ont dit non. Coupable. Il y a quand même des raisons. Qu'est-ce que vous racontez n'importe quoi, M. Cambadélis? Mais non, c'est clair. Coupable de la situation dans laquelle sont les Français aujourd'hui. Vous vous êtes soumis à la politique d'austérité. Moi, j'aimerais savoir jusqu'à quand vous êtes capable de faire souffrir le peuple comme ça. Jusqu'où? Parce qu'en Grèce, c'est votre politique. Il va répondre parce qu'il a une mine de retard. C'est votre politique. Alors jusqu'où cette souffrance? Il a compris, Jean-Christophe. Madame Le Pen le répète souvent ici et souvent sur les plateaux. Écoutez, c'est très simple. Vous êtes dans la logique que la responsabilité, c'est l'Europe. Ce n'est pas la nôtre. Ah non, c'est la vôtre. C'est l'Europe. Ce n'est pas la nôtre. Pour nous, il y a plusieurs responsabilités. Il y a une politique menée par la droite en Europe, il y a la mondialisation, et il y a le retard accumulé par la France du point de vue industriel, parce que nous sommes dans une phase de désindustrialisation massive. Donc il faut une politique qui y corresponde. Je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas le Parti socialiste, ni même le PSE, qui a développé les politiques que l'on connaît en Grèce. Ce n'est pas eux. C'est ceux qui dirigeaient la Commission, M. Barroso
Barroso, il me semble, est membre du PPE. Il me semble que c'est lui qui... Est-ce qu'on peut vous dire que M. Barroso n'est que le représentant et il a été nommé par les États, les chefs d'État et de gouvernement. Et bien sûr, la politique, il fait la politique que les États lui commandent. Eh bien voilà, nous sommes au cœur du problème. Nous sommes au cœur du problème parce que M. Barroso n'était pas responsable devant l'Assemblée européenne, parce que M. Barroso n'était pas dépendant de l'Assemblée européenne. Là, ça va être la possibilité de le faire. Et c'est ce que le Front National veut empêcher. C'est-à-dire que l'on ait une commission qui soit responsable devant l'Assemblée européenne. Alors, Jean-Christophe Cambadélis, le Premier ministre, votre ami Manuel Valls, a annoncé des suppressions, des annulations, des baisses d'impôts pour 1,8 million de Français qui sont concernés. La mesure est, paraît-il, pérenne. C'est ce que vient de dire Michel Sapin. Ce que ne disait pas d'ailleurs vendredi Manuel Valls sur Europe 1. Pérenne jusqu'en 2017. C'est une pérennité provisoire. Ça dépendra de comme la par situation. hasard 2017. Non, mais ça dépendra de la situation économique. Si nous, comme nous le pensons, la croissance est là, nous pourrons continuer. Si elle n'est pas là, il faudra revoir. Dieu, quoi. Il faudra revoir. Non, c'est qu'il faudra voir comment la croissance se porte. Parce qu'on ne fait pas de la politique in abstracto. Il faut prendre les conditions économiques telles qu'elles se produisent. Ça ressemble à de l'improvisation quand même. Mais pas du tout. Vendredi, on dit 2015-2016, on va réfléchir. Dimanche, on avait 48 heures après. On a réfléchi en 48 heures. Vite, hein. Bien sûr, évidemment. Il faut réfléchir vite dans le monde tel qu'il est. Sur les impôts. Non mais moi je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, M. Cambadélis. Vous avez parlé de la mondialisation et de la désindustrialisation, sans apporter d'ailleurs le début d'un commencement de réponse et de solution. Non mais permettez-moi, parce que c'est le vrai sujet de l'Union européenne, la mondialisation sauvage et la désindustrialisation. La désindustrialisation, elle est la conséquence de quoi? J'attends. Ah, non, mais parce que j'ai l'impression que vous allez m'expliquer. La désindustrialisation, elle est la conséquence directe de la concurrence internationale déloyale. Elle est la conséquence directe de cette concurrence. C'est pour cela qu'il faut l'Europe. C'est pour cela qu'il faut être à un niveau critique dans l'Europe pour réguler la mondialisation. Ils ne mettront jamais en œuvre la moindre protection aux frontières. Le protectionnisme est considéré comme l'ennemi à abattre. Mais c'est pour ça que les socialistes et sociodémocrates sont pour le juste échange. Et s'il y a une majorité au Parlement contre le protectionnisme, radicalement on ne parle pas le protectionnisme, on parle du juste protéger. Oui, il est contre le protectionnisme, mais pourquoi pas protéger? Il est totalement hostile à l'idée de mettre des barrières tarifaires ou non tarifaires aux frontières de l'Union européenne pour lutter contre la concurrence internationale déloyale. Le problème de cette Union européenne et le problème de votre responsabilité au Parti socialiste, pas vous à titre personnel, et à l'UMP, c'est que justement vous empêchez la mise en œuvre des protections naturelles que les nations offrent à l'égard de la mondialisation sauvage. Vous considérez que la mondialisation est une chance et vous vous êtes soumis à la politique ultralibérale du libre-échange total où évidemment c'est le plus, comment dire, celui qui respecte le moins en fait le droit social, le droit environnemental, le droit, la sécurité des consommateurs qui gagne, puisque par définition, moins il respecte le droit social, plus il traite les gens comme des esclaves dans je ne sais quel pays où ils vont chercher des pauvres gens pour les faire travailler, plus ils abîment la planète, plus ils font n'importe quoi en matière de sécurité, et moins ils sont chers. Donc, mieux ils sont traités sur notre marché. Je laisse terminer. Bien, mais vous avez un peu de retard, là. Pour le national. Donc, en plus, si vous voulez, c'est même la vision de l'homme que ça remet en cause, cette mondialisation sauvage. Alors, vous venez de plaider pour le nationalisme. Vous venez d'expliquer que dans la mondialisation, vu les problèmes qui se posent au niveau de notre planète, que ce soit les problèmes écologiques, que ce soit les problèmes économiques, que ce soit les problèmes des migrations ou autres, la France seule pourrait y faire face. Moi, je vous dis que c'est dans la coopération européenne que l'on peut faire face. Vous êtes aussi franco-sceptique. Mais je ne suis pas franco-sceptique. Je crois que la France se porte mieux dans un ensemble qui pèse sur le monde. Et non pas la France seule, et pas la France seule dans son coin, rabougrie, etc. Vous me faites penser à ces gens qui nous diraient, en football, on n'est pas formidable, ou on est très bon, peu importe, mais il faut quitter la Champions League. Parce que la Champions League pèse sur nos équipes nationales. Mais vous êtes un peu comme ça, Madame Le Pen. Vous voulez vous abstraire du monde et vous pensez qu'en s'abstrayant du monde, on va pouvoir se redresser. C'est faux. On se redresse dans une situation où on peut être dans la solidarité avec d'autres peuples et d'autres nations. Et est-ce que toutes les mondialisations sont sauvages? Pardon, est-ce que? Est-ce que toutes les mondialisations, comme dit Marine Le Pen, sont sauvages et brutales? Est-ce qu'il n'y a pas des aspects positifs
à la mondialisation. Il y en a dans le domaine de la santé, évidemment. Il y en a dans le domaine des télécommunications. Il y en a dans le domaine de l'Internet. Mais sur le plan économique, elle est quand même, vous m'excuserez, dure. Donc c'est pour cela qu'il faut de la régulation. Et il faut un niveau critique pour pouvoir avoir de la régulation. Au moment de compteur, vous êtes à égalité absolue. Formidable. Voilà pour, au moins sur le plan du compteur. Et puis ensuite, nous allons nous retrouver. Une pause. Troisième et dernière partie de ce débat entre vous deux. L'Europe, c'est la paix ou c'est la guerre. Et Vladimir Poutine vient d'ordonner le retrait des troupes russes qui étaient en manœuvre à la frontière de l'Ukraine de l'Est. Et il a demandé au gouvernement de Kiev d'en faire autant, de retirer sans délai les siennes qui sont à l'est de l'Ukraine. C'est un début possible de désescalade. Est-ce que vous demandez la même chose, vous, au gouvernement de Kiev, par exemple? Tout à fait. La désescalade, c'est une position qui me semble juste, la position de la diplomatie française, tout faire pour éviter la confrontation. Ça me semble une position à la fois logique et praticable. Et vous ? Oui, bien sûr, c'est sage. Moi, j'ai toujours dit que je pensais que la solution pour l'Ukraine, c'était une organisation fédérale. Et vous savez que je considère que l'Union européenne a une responsabilité dans le conflit qui Vladimir Poutine à Paris les 5 et 6 juin. Qui agite aujourd'hui. Bah, écoutez, c'est quand même c'est un moment de commémoration. Ça me paraît tout à fait sur normal. Un point, vous êtes d'accord. Vous dites que vous partagez certaines valeurs avec Poutine. Lesquelles? Oui, je crois que M. Poutine, enfin plus ses électeurs, car il est élu quand même par des millions de Russes, sont attachés à notre civilisation européenne. J'y suis attaché aussi. Et je pense que les Français y sont attachés aussi. Et c'est un débat aussi au sein de l'Union européenne, car l'Union européenne est incapable, là non plus, de nous protéger. Et puisque nous parlons civilisation, nous pouvons parler immigration, peut-être. L'Union européenne est une véritable passoire. Je sais que M. Cambadélis, vous êtes pour le droit de vote des étrangers. Donc vous allez au bout de votre logique. Moi, je suis pour que les Français puissent décider qui entre et qui se maintient sur le territoire français. Je pense que c'est aux Français d'être maîtres chez eux, c'est-à-dire de décider quelle politique d'immigration on met en œuvre. Or, l'Union européenne, aujourd'hui, est victime d'une immigration massive. Frontex l'a dit, 48% d'augmentation des clandestins l'année dernière. C'est vraiment leur préoccupation. Français, ils ne pensent pas plutôt à l'euro et à la situation économique? Je pense qu'ils pensent à la situation économique, mais je pense que vous êtes déconnectés un peu si vous pensez que les Français n'ont pas une énorme inquiétude à l'égard d'une immigration dont ils voient qu'elle est massive, soit extra-européenne, soit avec les Roms intra-européenne depuis un certain nombre de mois. Trois choses. D'abord, sur cette sympathie pour Poutine, je suis fasciné de voir le Front National à ce point adorer Poutine. Vous avez été plusieurs fois en voyage. Moi, j'essaie d'être mesuré. Non, mais moi, je suis mesuré. Vous admirez, vous trouvez que vous partagez avec M. Poutine. De temps en temps, vous parlez du peuple, mais avec M. Poutine, d'un certain nombre de valeurs. Bon, ça fait partie de vos droits. Vous avez même un candidat en Île-de-France qui va plus loin, qui appelle à une internationale nationaliste pour aider M. Poutine. Bon, laissez ça de côté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, quand on arrive à la fin d'une élection, le Front National ramène toujours au centre du débat la question de l'immigration, parce qu'il estime que, quand même, le fonds de commerce de la xénophobie du Front National est un élément qui permet de sédentariser les électeurs. Je ne pense pas. Les Français sont confrontés à des difficultés économiques, à la question du chômage, à la question des inégalités, et ils ne sont pas principalement, même si c'est un problème important, confrontés à la question de l'immigration. Alors, puisqu'on aborde la question de l'immigration, il y a deux choses dans l'immigration. Il y a deux choses dans l'immigration. Il y a l'immigration légale, qui est totalement maîtrisée. Oui, à 200 000 par an. Non, oui, 200 000 par an. Comme Nicolas Sarkozy, vous me direz. C'est 330 000 pour l'Allemagne et c'est 360 000 pour le Royaume-Uni. Comme l'UMP. Bien, donc, c'est maîtrisé. Non, le Royaume-Uni est en train de faire complètement marche arrière. Ça, c'est l'immigration légale. Et l'autre... Mais n'ayez pas peur de débattre, M. Cambadélis. Absolument pas peur. J'affirme, mais bien sûr. Donc je vous dis, donc je vous dis qu'il y a une immigration qui est maîtrisée et il y a une immigration illégale. Pour cette immigration illégale, il faut renforcer les moyens de Frontex, ce sont nos propositions au niveau du Parti socialiste européen, et il faut une politique massive que la France seule ne pourrait pas faire, mais que l'Europe ensemble peut faire, de sédentarisation des populations par le développement économique de ces
pays. Marine Le Pen. Donc vous allez aller développer économiquement la Roumanie alors que vous êtes absolument incapable de développer économiquement la France. Et dans l'Europe. Écoutez, ça va bien faire rire ceux qui nous regardent, à mon avis. Voilà. Bien sûr. Le Parti Socialiste va aller industrialiser la Roumanie et développer économiquement la Roumanie. Pourquoi vous pensez qu'à la Roumanie? Bien sûr. Parce que les Roms, évidemment. Parce que pas des Roms. Voilà. Mais je ne parlais pas des Roms. Sédentariser, vous voulez sédentariser qui alors? Non, mais sédentariser les populations qui montent de l'Afrique ou du Maghreb et qui viennent en France, qui se jettent à l'eau et qui se jettent à l'eau. Non, il n'y a pas du travail. Vous occuper de la France, on s'occupe de la France beaucoup plus que vous vous en occupez. Vous voyez, on arrive à la question du chômage. De l'étranglement fiscal, de l'effondrement des entreprises. Décidément, à chaque fois qu'on vous fait une proposition, vous en venez à vos boucs émissaires. Boucs émissaires. Je m'aperçois quand même et pas de solution. Je m'aperçois toujours que vous êtes toujours plus passionné par vous occuper des autres que de vous occuper des Français. Mais écoutez, moi, je suis là pour m'occuper des Français et de l'intérêt des Français. Si vous laissez les Roumains, puisque vous avez pris les Roumains, les Bulgares, l'Europe centrale, dans une situation économique épouvantable, qu'est-ce qu'ils vont faire, Madame Le Pen? Vous qui êtes horrifiée par l'immigration, qui avez peur qui avait la hantise du métissage, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces populations, elles vont venir, tous les Français le comprennent, elles vont venir en Europe occidentale. Donc le seul moyen d'éviter une immigration de masse torrentielle, dirait votre père, c'est de faire en sorte que ces pays se développent. Parce que à partir de là... Mais avec quoi? Avec nos 2000 milliards de dettes? Mais l'Europe, c'est pour ça qu'il faut que l'Europe ensemble, que l'ensemble des Européens interviennent. Plus important. Et vous voulez expliquer aux Français que le Parti socialiste va leur demander, alors qu'ils font des sacrifices inouïs, que leur argent va servir à aller développer la mutualisation. C'est ça la mutualisation. Ce que nous ne pouvons pas faire, ensemble, on peut le faire. C'est en même temps pas sérieux et je trouve ça horrible. Une remarque à Marine Le Pen. Vous êtes la seule presque à avoir été à Lampedusa. Quand vous dites que chaque pays doit se débrouiller, vous faites rien pour aider les Italiens? On peut très bien passer des accords avec l'Italie et l'Espagne, je vous signale, pour protéger nos frontières. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui se moquent totalement de l'immigration car ils ne sont pas attractifs pour l'immigration. Et ça, c'est un autre problème de l'Union européenne et de la soumission de M. Corbett du Parti socialiste et de l'UMP. Si on est attractif, c'est que le pays de départ ne l'est pas. Et donc, il faut faire en sorte que ce pays le soit. Il y a une centaine de pays au monde, Marine Le Pen. une centaine de pays au monde qui évidemment sont beaucoup moins attractifs que la France. Question d'Armand à vous deux sur un autre sujet permettez-moi, qui est lié. Couper les pompes aspirantes de l'immigration. Or ça aussi, l'Union européenne nous empêche de le faire car elle nous impose de traiter l'immigration clandestine, les demandeurs d'asile avec des droits qui sont parfois supérieurs à ceux des Français. Une autre question. Parlant de votre pompe aspirante, vous savez ce que dit l'INSEE? Oui, bien sûr, l'INSEE dit qu'il n'y a pas d'immigrés. Non, elle dit qu'il y en a 3 fois moins, que le solde est 3 fois moins qu'en 1960. Moi, je dis à l'ensemble de ceux qui nous regardent ce soir d'aller sur Internet, de regarder ce que disent les chiffres de l'INSEE, d'aller regarder les études d'alternatives économiques. Ils verront que ce que vous dites, c'est des mensonges. Pour voir le problème de l'immigration, il suffit d'aller dans la rue, c'est pas la peine d'aller sur Internet. Bien sûr. Il y a des Noirs et il y a des Maghrébins dans la rue. Ça, c'est ça qui vous choque. L'INSEE dit aussi que les prix n'ont pas augmenté depuis le passage à l'euro. Vous voyez, bon. Justement, vous faites la transition. Un sondage dit que 56% des Français restent attachés à l'euro, ne pensent pas qu'il faut le supprimer. Est-ce que ça ne vient pas totalement contredire vos positions et même quelque part votre avancée? Pas du tout. Enfin, écoutez, on est exactement sur l'euro. Mais non, pour l'euro, on est exactement dans la même situation qu'il y a quelques années pour l'immigration. C'est-à-dire qu'on a eu raison un peu trop tôt. Eh bien, tant mieux. C'est notre rôle de politique de prendre ce genre de risque et d'expliquer aux Français les conséquences de l'euro. Et je crois qu'on a fait avancer le débat puisqu'aujourd'hui, les socialistes considèrent que l'euro est trop fort. Moi, quand je disais ça il y a 2 ans pendant la campagne présidentielle, vous m'insultiez. Vous disiez que j'étais incompétente, etc., que c'était n'importe quoi, que la dévaluation d'une monnaie, ça allait être dramatique, ça allait augmenter, tripler la dette, etc. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Bon. Vous voyez comment vous êtes. Le titre de notre programme économique, il y a 5 ans, c'était que l'euro était trop fort. Nous l'avons toujours dit. Mais vous êtes extraordinaire. Vous niez la réalité. Il était trop fort. Mais la question, c'est soit on le fait baisser, soit on en sort. Et nous disons, on va le faire baisser. Comment ?
on va le faire baisser, comme nous avons réussi à faire que la Banque Centrale Européenne puisse racheter un certain nombre de dettes. Nous allons faire pression et continuer à faire pression pour que l'euro soit un peu moins fort, pour qu'il soit plus compétitif. Vous savez pertinemment que l'Allemagne refusera. Ah, l'Allemagne. Ah bah vous êtes tout le temps. Mais c'est vous qui vous touchez devant l'Allemagne. Mais c'est votre modèle. Eh bien, c'est pas mon modèle, l'Allemagne. Si, c'est votre modèle. Mon modèle, c'est pas l'Allemagne. Si, c'est la France, mon modèle. Non. Et c'est une France juste, une France égalitaire, c'est une France épris de liberté. Et c'est une France européenne. Alors que ce n'est pas l'Allemagne. Et donc, Mme Merkel, elle peut céder à un rapport de force. Pour cela, il faut le construire. Et au Parlement européen, si nous sommes majoritaires, il y aura un rapport de force parce que nous ne sommes pas le seul pays à trouver que l'euro est trop cher. Et nous demandons, bien sûr... Autrement dit, vous pensez que ce sont les États qui jouent sur l'euro, le niveau de l'euro. Vous ne croyez pas que ce sont les marchés? Mais c'est les marchés, les États et la Banque centrale. C'est les trois. Attendez, le 5 juin, la Banque centrale va prendre des mesures. Oui, d'accord, mais en attendant, elle ne l'a pas prise. Et nous pensons qu'il faut un gouvernement économique en Europe et que ce n'est pas simplement... Il faut un pilotage économique de l'euro et politique. L'euro, il étouffe nos entreprises, il empêche les exportations. C'est une des raisons, pas la seule, mais c'est une des raisons de nos grandes difficultés économiques. Très rapidement. Alors le problème, c'est que justement, vous dites aujourd'hui, pas hier, c'est pas vrai, que vous voulez baisser l'euro, mais nous savons pertinemment que vous n'obtiendrez pas. Le premier à l'avoir dit, c'est Jean-Pierre Chevènement. Vous n'obtiendrez pas cette baisse de l'euro. La BCE vient de vous rappeler d'ailleurs qu'elle était indépendante, et l'Allemagne vient de vous rappeler gentiment que mais oui, ils étaient aussi indépendants sur le rachat des dettes, et pourtant ils ont fini par le faire. Vous voyez, vous ne pensez pas que l'action publique peut avoir de l'efficacité? Vous êtes dans l'incantation. Monsieur Cambadélis, l'Allemagne a accepté que la BCE rachète des dettes tout simplement parce que les banques allemandes étaient en situation de quasi-faillite. Alors, ils ont défendu leurs intérêts, comme ils le font à chaque fois. Vous ne défendez pas les intérêts de la France. On va vous poser très vite parce qu'on va terminer. Oui. Deux questions très rapidement. Monsieur Cambadélis conclut. Voilà, il doit conclure comme ça a été prévu. Jérôme Kerviel va passer sa première nuit vraie en prison. Pour certains, comme Jean-Luc Mélenchon, c'est une sorte de héros, avec toutes les caméras de télé, etc. derrière lui. Pour d'autres, Michel Sapin, c'est un escroc. Je pense que la réalité est un peu entre les deux. Bon, non, je pense surtout que je trouve ça tout à fait normal que M. Kerviel aille en prison s'il a été condamné à faire de la prison. Si vous voulez. Moi, ça me paraît quand même la moindre des choses. Ça doit être à peu près le seul type, en revanche, qui va effectuer sa peine, parce qu'il y en a 200 000 qui, sous le gouvernement UMP ou socialiste d'ailleurs, n'effectuent pas leur peine. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est que c'est un système qui est à combattre. Or, François Hollande avait fait des grandes promesses en disant « je vais maîtriser la finance, je vais ». Il n'a rien fait du tout. Il n'a pas séparé les banques de dépôt et les banques d'affaires. Il a fait une loi au minimum, dont les marchés financiers ont été très contents d'ailleurs. Oui, c'est pas sûr, il a fallu l'imposer à Mme Merkel qui n'en voulait pas. Mais, on parlait de l'union bancaire. Mais il a été condamné, il doit honorer sa peine, si je puis dire. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je trouve que le cirque autour de M. Kerviel est assez hallucinant. Mais franchement, c'est un système de défense. Donc c'est un système médiatique de défense contre une décision de justice. Mais comment dans un état de droit, peut-on accepter ça? Comment on peut accepter ça? Donc je ne prendrai pas les propos de Michel Sapin, mais pour le fond, il doit purger sa peine. Quelques mots de conclusion. Quelques mots de conclusion. Eh bien, c'est très simple. On a bien vu que le débat est entre le Parti socialiste, le PSE et le PPE, l'UMP, qui sont, eux, les sortants, et nous voulons être les entrants. Ils veulent rester entre eux, quoi. Mais non, nous voulons changer et réorienter. Merci d'avoir participé l'un et l'autre à ce débat animé et assez vif. Vos arguments vont-ils convaincre les électeurs? On le saura dimanche 25 mai. C'est eux qui vont trancher. Et l'Europe sortira soit blessée du scrutin, soit grandie. De toute façon, elle aura renoué avec les moments forts de son histoire. Merci à vous deux. Merci.